Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Je n'ai pas de PowerPoint, désolé. J'ai décidé peut-être de privilégier une présentation plus simple, malgré tout accompagnée par quelques documents. Bon, c'est que je vous expliquerai peut-être pourquoi aussi. C'est vrai que j'ai ressenti le besoin de m'accompagner de ces ouvrages dans quelques instants. Et l'idée est vraiment de vous proposer une analyse que j'espère originale sur la question, loin des polémiques du moment, parce que c'est difficile pour un chercheur de prendre du recul, d'essayer de réfléchir à ces questions-là sans se sentir forcément un petit peu sous la pression de l'hyperactualité. Alors je n'ai pas eu le temps d'entendre l'intervention du ministre de l'Intérieur devant le Sénat, mais j'ai pu l'entendre ce matin à France Inter. Et en même temps, c'est vrai que j'ai amené des ouvrages, des références, parce que en réalité, c'est vraiment le début d'une réflexion, pour différentes raisons que je vais vous exposer. Alors, l'intitulé de l'exposé ce soir était à l'origine Maîtrise de la violence ou dérive préoccupante des forces de sécurité. Éclairage et aperçu des débats. Alors déjà, quelques éléments d'avertissement. Ce sont des réflexions, analyses vraiment personnelles. Hein, je parle en mon nom exclusivement. Et mon analyse ne représente en aucun cas celle de l'institution. Voilà. Vu l'actualité, je préfère commencer par ces petites mises en garde. Et ensuite, je ne suis pas spécialiste des questions de police. Ça tombe mal. Et quand je vous décrirai un petit peu mon parcours dans quelques minutes, peut-être que vous comprendrez mieux d'où je parle. Et pourquoi aussi, peut-être, je veux proposer une analyse un peu plus originale que ce qu'on peut, ou plus originale, en tout cas différente de ce qu'on entend dans les médias actuellement. Et puis, troisième point, ce n'est le début d'une réflexion. Je pense que le fait même d'avoir aussi identifié quelques ouvrages importants, d'avoir relu quelques passages de travaux sociologiques sur la question de la police, alors que ce n'est pas mon domaine de recherche personnel, effectivement, ça vous montre que j'essaie de proposer un cadre d'analyse, et notamment inspiré par différentes activités que j'ai pu avoir les années passées, en France et à l'étranger, sachant que par ailleurs je suis un internationaliste, je ne suis pas un juriste, et je m'intéresse plutôt à une forme de sociologie des relations internationales. Donc en fait, mon parcours m'a amené à m'intéresser progressivement, dans des démarches de recherche avant tout, aux interactions civilo-militaires. Alors, notamment, il y a quelques années, un ouvrage sur la militarisation de l'humanitaire, la privatisation du militaire, et ensuite sur les questions de violence, société en guerre, publié aux Maisons des sciences de l'homme. Et c'est vrai que parce que, et je pense que c'est important, je développe un petit peu sur l'aspect personnel, parce qu'il faut comprendre aussi vraiment l'origine du propos, et puis même le cadre d'analyse que j'entends développer ce soir, qui peut-être peut surprendre par le décalage, mais volontaire, et assumé, que je vais apporter par rapport à peut-être le débat très national que nous avons depuis plusieurs mois. Et en réalité, je me suis plus précisément intéressé aux approches britanniques, américaines, de la gestion des conflits, et notamment de la problématique de la stabilisation post-crise. C'est un grand domaine d'expertise sur lesquels j'ai pu intervenir à différentes reprises et publier beaucoup de choses, notamment d'un point de vue académique, mais aussi avec une forme d'implication dans une recherche plus appliquée sur ce qu'on appelle les réformes des secteurs de la sécurité, en anglais Security Sector Reform. Et en fait, je pense que tout le questionnement que j'ai depuis quelques années porte sur l'articulation entre phénomènes de violence, compréhension de phénomènes de mobilisation violente, et surtout gestion et prévention des conflits. Donc c'est essayer de réfléchir en amont de la crise, comprendre quels sont les dispositifs existants, les savoir-faire qui peuvent exister,
Et c'est notamment dans le projet là, qui a été développé à la Maison des sciences de l'homme que se fait aussi le dialogue avec d'autres terrains, notamment les africanistes, pour essayer de mieux apprendre sur nous-mêmes et comprendre un peu les faiblesses, les failles de notre système. Donc l'ambition, elle reste malgré tout assez modeste. Hein, c'est ce soir essayer de mieux comprendre les débats actuels relayés par les différents acteurs, journalistes, chercheurs, think tanks, centres de recherche appliqués, ONG, institutions, forces de sécurité éventuellement, pour saisir les raisons pour lesquelles, sur une temporalité assez longue, la question de cette violence n'a pas fait l'objet d'échanges plus ouverts, équilibrés pour me permettre une désescalade du conflit plutôt que de l'alimenter. Et donc, dans un premier temps, j'essaierai de faire une cartographie, mais qui est loin d'être exhaustive, hein, du débat, de ce qui se dit. Ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a quand même une grande difficulté à développer un dialogue apaisé entre police et population, une sorte de défiance permanente, au-delà des éléments conjoncturels. Et je pense que c'est important de dépasser le moment présent pour essayer de comprendre ce qui peut dysfonctionner. Bon, l'idée, c'est bien évidemment de ne pas porter de jugement, de ne pas mettre en accusation, mais plutôt aussi de saisir la violence qu'on observe depuis un certain nombre de mois, à l'échelle des habitants. Alors, il se trouve que, enseignant à Sciences Po Lille, j'y suis très présent, mais je suis un de ces enseignants parisiens, hein, par contrainte personnelle, et c'est vrai que, et père de famille, et c'est vrai que c'est important aussi d'intégrer dans la réflexion de recherche, même balbutiante, aussi des observations personnelles, des questionnements. C'est ce qui anime un petit peu aussi mon désir d'avancer sur cette question-là, même si je sors des terrains que je maîtrise totalement et sur lesquels je suis plus à l'aise, parce que la violence qu'on a pu observer, entendre, sentir même dans les rues de Paris, pour parler encore de samedi dernier, lorsqu'on on est face aux jeunes générations, ça interpelle. Ça nous oblige aussi à essayer de comprendre le phénomène, à essayer de voir peut-être pourquoi, au bout d'un certain nombre de mois, on en est au même niveau, même il y a un retour à ces tensions. Et surtout, ça révèle certainement des dysfonctionnements assez importants de notre démocratie. Hein, et éventuellement, alors que le temps passe, on se rend compte qu'on en reste à des éléments de débat qui sont très techniques, assez polémiques, mais qu'on ne pose pas des questions de fond sur justement ce que ça révèle aussi de cette incompréhension entre acteurs de notre société, et aussi une forme de défiance vis-à-vis de la police, mais aussi sans doute une incapacité à saisir peut-être les raisons pour lesquelles on peut arriver à certains niveaux de violence. Et tout à l'heure, je citerai Isabelle Sommier qui, dans un article assez récemment, montrait bien que cette situation qu'on observe maintenant est vraiment le résultat des deux éléments rassemblés. Hein. À la fois une incompréhension du côté peut-être des acteurs de la sécurité, mais certainement, bien évidemment, une absence de prise en compte aussi de ce que signifie cette mobilisation permanente des forces depuis des mois, voire depuis la période des attentats dans les grandes villes, et ce que ça entraîne aussi dans leur épuisement, dans la tension permanente qu'elles ressentent. Et je pense que c'est important de le prendre en compte. Et ce qui anime un petit peu la réflexion, parce que c'est vrai que je m'intéresse davantage d'habitude aux problématiques de défense, et notamment à l'armée de terre et à ses préoccupations, c'est l'absence de ce qui serait l'équivalent d'une réflexion sur le lien armée-nation du côté des forces de police. C'est-à-dire une incapacité à penser le moment de la rencontre, des échanges, et sans porter aucune accusation, simplement constater l'absence de moments et d'espaces de débat entre tous les acteurs de la société. Alors peut-être que certains seront à un moment donné choqués par cette mise en perspective, mais c'est vrai que à travers mes activités, j'ai pu notamment observer la problématique des réformes des secteurs de la sécurité, notamment dans le contexte nord-irlandais. Alors non pas que la situation actuelle nous suggère qu'on soit dans une situation post-conflit comme en Irlande du Nord, mais simplement c'est plutôt dans les processus, dans la manière de penser aussi les formes de médiation qui peuvent exister. Et cette expérience, en fait, elle date un peu, elle date de 2000-2001. C'était en plus justement dans une forme de médiation par rapport à un conflit africain. Et il se trouve que j'ai pu observer la mise en place de structures de médiation qui semblent assez absentes de notre société française.
Et puis au-delà de ça, parce que c'est vrai que les mots-clés de ma réflexion, c'est sécurité humaine, prévention des conflits, médiation, sortie de crise, reconstruction d'une société en post-crise. La question est de se poser, la question que j'aimerais me poser, c'est de savoir dans quelle mesure, alors que très longtemps, on a essayé de diffuser un certain modèle d'état de droit, notamment dans de tout ce qui fait l'histoire de nos réflexions sur justement les interventions post-crise dans les Balkans, en Afrique et ailleurs. Finalement, on ne devrait pas essayer de voir ce que ces situations extérieures, étrangères, peuvent nous apprendre aussi de nos propres dysfonctionnements, ou en tout cas de la nécessité de revoir un petit peu cette logique de l'interne-externe. C'est vrai que très longtemps, dans les années 90, on s'est projeté vers l'extérieur, on a essayé d'exporter notre modèle de société, et en même temps, éventuellement, on a un peu négligé le fait que finalement, cette question des réformes des acteurs de la sécurité, elle peut nous concerner aussi. Elle peut aussi nous interpeller sur, par exemple, la place des parlementaires, l'absence de structures de médiation, un ombudsman en Irlande du Nord, par exemple, qui était là pour faire le dialogue entre société civile et acteurs de la police, et notamment police qui à l'époque était en pleine réforme. Et par ailleurs aussi une réflexion sur ce lien qui doit exister entre les forces de police et la société. On se rend compte aussi, et ça c'est vrai que par ailleurs, au-delà du contexte autour des Gilets jaunes, je l'ai observé avec des étudiants ici, dans le cadre d'activités hors les murs, que les acteurs de la sécurité, ils sont de plus en plus multiples et présents à différents niveaux. On a fait quelques sorties en gare de Lille Flandre, Lille Europe, et on s'est rendu compte qu'il y avait un enchevêtrement assez incroyable d'acteurs de la sécurité. Et là aussi, dans le contexte aussi actuel, où finalement, dans les débats de ces dernières semaines, on a aussi le sentiment chez certains citoyens français qu'il y a une forme d'insécurité qui apparaît du fait même de cette violence permanente. Et là aussi, peut-être que c'est le contact avec les jeunes générations qui m'incite à penser un peu comme ça. C'est-à-dire que entre les contraintes liées au risque attentat, les manifestations d'une grande violence, la multitude d'acteurs de la sécurité, il y a quelque chose qui me rappelle. Donc voilà, c'est juste un élément de réflexion, ce qu'on appelle les débats autour de la sécurité humaine. C'est-à-dire, dans quelle mesure, alors je ne vous parle pas de l'insécurité instrumentalisée dans les débats politiques, mais plutôt ce sentiment qu'on n'arrive plus à saisir en fait l'état actuel des choses, et on ne peut pas en toute sécurité sortir, et sans parler d'ailleurs aussi des acteurs économiques qui eux ressentent vraiment cette insécurité et en payent le prix cher. Et malgré tout, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de cette situation-là. Dans une démocratie, c'est une situation qui doit rester totalement exceptionnelle et surtout limitée à une période courte. Là, effectivement, le fait que le phénomène dure, ça nous interpelle sur cette situation inédite et qui, quand même, justifie au moins un effort et une contribution à la réflexion. Donc c'est un peu l'idée que j'ai ce soir. Et c'est vrai qu'en relisant les spécialistes des questions de police, alors bon, par exemple, j'ai ramené Didier Fassin, il y a aussi tout à l'heure, je citerai Sébastien Rocher, chercheur au CNRS. C'est vrai que je me rends compte que ces questionnements sur l'international, parce que c'est mon terrain, ont quand même du sens par rapport à ce que eux-mêmes révèlent de leur propre terrain. Bon, donc ce sont des pistes de réflexion, ce sont des suggestions, et à la fin aussi quelques propositions. Je commencerai par une cartographie des débats, avec l'identification de certaines sources d'informations, sans être exhaustif. Un questionnement sur, justement, dans un deuxième temps, l'absence de réflexion sur ce lien entre police et société, alors que par ailleurs, ça c'est intéressant, je m'en suis rendu compte dans les débats de ces derniers jours, que émerge un consensus sur la nécessité d'une réforme doctrinale. Alors, il y a une première partie de la réforme doctrinale qui a été annoncée
hier ou ce matin, en tout cas un retour à cette réforme doctrinale telle qu'elle a été envisagée en décembre, et puis en même temps on en reste à des débats purement techniques. C'est-à-dire que malgré tout, effectivement, c'est un élément de la question, mais je pense qu'il faut essayer de questionner les choses plus en profondeur, essayer de voir comment est-ce qu'on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait que finalement, peut-être que la violence qu'on observe maintenant dans les beaux quartiers parisiens, le 16e notamment, on pouvait l'observer ailleurs au quotidien, dans la société, dans le rapport entre les forces de sécurité et certaines populations dans ces quartiers. Alors, donc c'est l'ouvrage de Guy Fassin sur la force de l'ordre qui montre que finalement ces questions-là ne sont pas nouvelles. Elles sont plus visibles, il y a un élément de médiatisation, d'autant plus que entre-temps, je pense que Nicolas Cassiaf l'avait évoqué il y a quelques semaines. Les médias ont beaucoup changé, donc c'est aussi une information en temps réel qui bouleverse beaucoup les choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi au bouleversement de ce qu'on a appelé l'effet CNN dans les opérations extérieures au début des années 90, c'est-à-dire le fait que les forces armées étaient en permanence sous les projecteurs, et ça a modifié totalement leur rapport à l'environnement civil, à la mission, et malgré tout, ces mutations-là, elles ont un impact très important, on le sait, on l'a vu sur d'autres contextes, et il serait dommage de limiter la réflexion à ce qui fait effectivement l'urgence du moment, on est d'accord, mais en même temps qui justifierait peut-être une mobilisation plus large de la réflexion, notamment autour d'une expertise qui ne serait pas que constituée des acteurs institutionnels et éventuellement de quelques chercheurs hyper spécialisés. Alors, cartographie des débats, voilà, je pense que l'idée, c'est un peu la démarche de recherche que j'essaie de mettre en place assez régulièrement aussi dans les travaux de recherche qui sont menés ici, c'est d'essayer de prendre en compte la diversité des sources d'information. Je pense que c'est important. Auparavant, c'est vrai que sur ces questions-là, on avait peut-être tendance à n'écouter que le point de vue de l'institution, et on se rend compte qu'il existe aussi d'autres contributions au débat qui sont plus ou moins critiquables. Et évidemment, là je suis dans une démarche de recherche, donc certains pourront considérer que ce sont des sources qui sont hautement critiquables et qui ne doivent pas être prises en compte, mais en même temps, les données sont là, on doit en faire un usage, avec un sens critique évidemment important, en essayant de recouper les informations, en essayant de comprendre la démarche. Alors simplement, voilà, sur les premières sources d'information, évidemment, Nicolas Cassiaf en a parlé certainement, hein, il y a tout le travail de cartographie et d'infographie fait par David Dufresne sur la question. Bon, voilà, pour l'avoir écouté récemment, c'est vrai que c'est un travail assez conséquent, qui est assez systématique, qui a été reconnu par la profession, ce qui compte aussi. Bon, après, évidemment, il y a une lecture qui est faite par ce documentariste qui l'amène à en conclure à une forme industrialisation de la violence policière. Mais au-delà de la manière dont il peut caractériser les conclusions de ses travaux, je pense qu'on a un élément d'information assez intéressant sur le niveau de violence. Quelle que soit la manière de qualifier cette violence et peut-être aussi d'en expliquer les logiques, je pense que c'est un travail de journalisme qui doit être pris en compte, sinon on passe à côté d'une partie du débat, et même la crispation du débat lui-même entre les différents acteurs en présence. Après, c'est vrai qu'en préparant la séance aussi, l'intervention de ce soir, il y a quelques travaux, quelques productions, notamment pour Le Monde, de Nicolas Chapuis, qui sont quand même assez intéressantes en termes de compétences, de maîtrise de sujets si complexes, qu'il faut saluer. Donc l'information est disponible avec à mon avis, une analyse en nuances et aussi une forme de modestie dans la démarche, c'est-à-dire effectivement il n'entend pas tout expliquer, il comprend aussi la complexité de la situation de part et d'autre. Et évidemment, il essaie d'avoir une forme de neutralité dans l'approche du phénomène, tout en mettant en avant les contradictions dans les discours, dans les actes.
Ce qui évidemment n'est pas forcément le cas d'autres formes de journalisme. Alors je pense notamment à certaines productions de Radio France et notamment sur France Inter, un journalisme beaucoup plus engagé, comme Un bruit qui court, qui est en même temps une façon d'être informé du terrain. Pour moi qui n'ai pas eu le temps ou n'est pas décidé d'aller sur le terrain observer les choses en tant que chercheur, c'est vrai que malgré tout ça nous donne à voir une certaine réalité. C'est une source d'information, je pense qu'il faut aussi le prendre comme tel, c'est-à-dire que dans quelques temps, ces éléments, ces sons, comme on dit, seront aussi des témoignages de cette période-là. Et je pense que malgré tout, ça contribue à une forme d'information intéressante sur l'état de crispation et de l'expression d'un malaise parmi les personnes qui peuvent s'exprimer dans ce contexte-là. Bon, après, je pense que Nicolas Cassia vous a fait une analyse en profondeur de la question du journalisme, donc je ne vais pas m'y engager plus en avant, mais simplement, certaines formes de journalisme engagé me rappellent aussi des productions, alors deuxième catégorie, de chercheurs. Voilà, il se trouve qu'il y a très peu de temps, des anthropologues, notamment de l'école des hautes études en sciences sociales, avaient sorti un premier numéro du Monde en commun, qui est une nouvelle revue, de réflexion sur l'anthropologie dans la cité, qui portait sur violence partout, justice nulle part, et notamment, effectivement, à partir de leurs terrains respectifs, décider d'apporter des témoignages sur l'état de tension qui peut exister sur tous les continents, mais pour ce qui nous concerne aussi en repartant de certains débats sur les tensions dans les quartiers, et notamment dans les rapports entre les forces de police et certains habitants des quartiers populaires. C'est une forme d'engagement malgré tout qu'on peut retrouver dans certaines formes de production anthropologique autour des phénomènes de migration. Je pense notamment aux productions sorties par le collectif Asile, et bien évidemment le nom m'échappe maintenant, mais qu'on retrouve autour de Jérôme Valuy, il y a quelques années, qui avait beaucoup travaillé sur les migrants, avec notamment Michel Agier, qui est une manière aussi d'interroger la place du chercheur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus le comprendre comme étant simplement une façon pour les anthropologues de dénoncer et d'être dans une forme de militantisme. Je pense que plus largement, ça questionne, et les questions, elles sont vraiment très importantes, et on n'a pas forcément les éléments de réponse en tant que chercheur. La place du chercheur dans la cité. Est-ce qu'on est là pour simplement éventuellement diffuser un savoir, une réflexion qu'on essaie de formaliser, ou est-ce qu'on doit pouvoir apporter un éclairage différent, sourcé, parce que le travail de référencement il est quand même important, sur ces questions-là, et notamment une prise de distance critique par la mobilisation d'une littérature internationale, d'une comparaison internationale. C'est pour ça aussi que j'ai amené certains ouvrages, certaines productions, qui, même à un niveau plus institutionnel, sont souvent oubliés. C'est-à-dire ce qu'on a pu publier il y a quelques années sur ces questions-là et qui méritent d'être rappelées parce qu'elles ont fait l'objet de beaucoup de productions, de publications. Donc il y a effectivement ce travail chez PUF qui doit être cité parce qu'il est aussi une nouvelle initiative dans le domaine. Après, effectivement, tout à l'heure je l'ai mentionné, il y a le travail de Didier Fassin, la force de l'ordre, anthropologie de la police des quartiers, qui est paru chez Seuil en 2011. Alors lui, il parle bien évidemment plus précisément d'une présence des forces de police dans certains espaces périurbains. Ce qui m'intéressait notamment en survolant à nouveau son travail, c'était malgré tout les passerelles qu'il pouvait identifier, notamment lorsqu'il parle de l'imaginaire de la guerre. On sait que, évidemment, je parlais tout à l'heure de l'interne-externe, qu'il y a eu toute une phase de réflexion sur ce que l'extérieur peut alimenter comme réflexion sur les modalités de gestion de la violence dans nos cités. Ça, c'est quelque chose qui a pu même être mené assez loin. Je me souviens que quelques travaux sur les guerres urbaines, effectivement, ça a alimenté une partie des réflexions stratégiques, alors plutôt du côté du ministère des Armées, mais puisque à l'époque j'y contribuais un petit peu
dans le cadre d'un travail de thèse. Mais c'est vrai que cette réflexion sur la guerre et ses représentations, malgré tout, elle a du sens, y compris d'ailleurs du côté des acteurs de la société civile. C'est vrai qu'il y a aussi une diffusion d'une certaine représentation de la guerre à travers tout ce qui est production numérique, jeux vidéo, qui bien évidemment alimente aussi un certain degré de violence, en tout cas une certaine représentation de cette violence. Mais ce qui m'a plus intéressé en fait dans ce travail de Didier Fassin, c'est aussi ce qu'il dit de sa démarche, à la fin, en fait, sur les raisons pour lesquelles il avait produit cet ouvrage, qu'il présentait comme étant une contribution à celles et ceux qui acceptent de s'interroger sur la démocratie, non pas comme un objet idéal et vague, mais comme une forme politique concrète, pour laquelle le problème de la force de l'ordre et les choix auxquels elle donne lieu sont cruciaux. Je rêverais donc que s'y reconnaissent les policiers, leur hiérarchie, les gouvernants et les citoyens, pour que s'ouvre enfin un débat que la société française a bien plus que d'autres tardé à engager. Mon travail prendrait alors tout son sens comme effort pour faire advenir une anthropologie publique. Et ça, je pense que malgré tout, il ne faut pas négliger le fait qu'une partie de la recherche universitaire est un petit peu démunie par rapport à toutes ces questions-là. On observe aussi des situations qui sont en permanence en train d'évoluer avec un grand degré de complexité et même en termes méthodologiques sur la manière d'approcher, d'ailleurs à un moment donné, il en parle, ces acteurs, comment être acceptés en tant que chercheur dans ces réseaux d'acteurs, dans ces institutions. C'est quelque chose qui évidemment n'est pas évident et on est loin d'avoir réglé le problème dans la manière de se saisir de ces enjeux-là d'un point de vue scientifique. Et puis les autres passages, à mon avis assez intéressants, de son ouvrage portent sur la problématique justement des modèles policiers qui peuvent exister. Lui, il oppose justement le modèle du Bobby britannique à celui du cops états-unien. Ce qui est un peu caricatural évidemment, et il le fait dans un sens assez bien entendu pour susciter le débat, mais malgré tout, ce qu'il dit à un moment donné de la dégradation de la situation dans les dispositifs de médiation entre citoyens et forces de police me semblait intéressant à rappeler. Les instances de régulation qui offraient la possibilité de recours pour les citoyens, pourtant de récente introduction, ont été marginalisées avant d'être supprimées, à commencer par la Commission nationale des déontologies de la sécurité. Cependant que les institutions de recherche, qui autorisaient un regard extérieur et indépendant, à peine plus anciennes, faisaient l'objet d'une reprise en main par le pouvoir, singulièrement ce qui est récemment devenu l'Institut national des hautes études sur la sécurité et la justice. Et j'en parlais tout à l'heure parce qu'il se trouve que cet institut a quand même produit un document sur la question, une gestion démocratique des fouilles, qui est intéressant, mais qui reste une production assez peu connue et peu diffusée. Et puis aussi, dans la relation citoyen, il nous rappelle qu'à la différence de nombreux autres pays occidentaux, Didier Fassin dans son ouvrage, la police française n'est pas au service de la population mais de l'État. C'est son analyse. Cette situation déconnecte les gardiens de la paix et leur hiérarchie des citoyens, auxquels ils estiment n'avoir pas de compte à rendre, et qu'ils tendent à concevoir comme des adversaires, voire des ennemis. En revanche, elle les lie à l'appareil étatique, et dans un contexte de centralisation et de politisation renforcée de ce dernier, le ministre de l'Intérieur et le président de la République deviennent leurs uniques interlocuteurs. D'autre part, alors que dans bien d'autres pays, les policiers sont placés sous des autorités locales, donc recrutés localement, l'affectation des agents français se fait sur le territoire national, ce qui peut expliquer une forme de distance avec le terrain, avec l'environnement local, avec les populations locales. Alors ça, c'est une contribution de Didier Fassin. C'était un contexte particulier, il partait plutôt des quartiers, mais malgré tout, certaines de ses conclusions me semblaient intéressantes à rappeler. Et puis, plus récemment, Sébastien Rocher, dans Libération, par exemple, en janvier 2019, parlait de la nécessité de réinventer la doctrine du maintien de l'ordre. Donc c'est là que je parlais aussi tout à l'heure d'une forme de convergence dans les démarches. C'est l'esprit recherche, peut-être, qui éventuellement est difficile à entendre, et je le conçois, et je suis là pour ça, donc je vais jusqu'au bout de ma démarche. J'espère qu'elle a du sens et qu'elle sera pertinente, et malgré tout à la fin il y aura quelques suggestions et quelques propositions, donc ça pourra faire l'objet de débats.
Oui, pardon, j'ai oublié tout à l'heure, hein, évidemment, pour être juste dans l'évocation des initiatives universitaires, il y a aussi l'initiative du collectif d'universitaires contre les violences policières, qui, le 14 janvier 2019, avait appelé à une révision de la doctrine française du maintien de l'ordre, l'arrêt de l'utilisation des lanceurs de balles défense, LBD, et l'amnistie pour les gilets jaunes condamnés. Bon, je passe rapidement, mais c'est une forme d'engagement aussi, et je pense qu'il est important de le rappeler. Pour revenir à Sébastien Rocher, il est plus dans une analyse, bon, puisque c'est sa thématique de recherche et qu'il en a fait un ouvrage, enfin plusieurs, mais notamment un qui est cité là, de la police en démocratie chez Grasset. Ce qui est intéressant, c'est qu'il compare beaucoup l'expérience et les pratiques françaises avec ce qui se fait dans les pays nordiques, où on a bien évidemment des mêmes enjeux, mais où on tente de penser plutôt à une doctrine du maintien de l'ordre qui repose sur la désescalade. Avec il le dit très clairement, pour la France, un phénomène d'isolement de la police. Il dit que la police est une organisation isolée qui répond à l'exécutif, seulement à l'exécutif. Ça reprend ce que dit Didier Fassin sur son analyse, qui a peu, voire pas de lien avec la population. Et ça se traduit aussi dans la manière de concevoir, d'exécuter le maintien de l'ordre. Et en comparaison avec d'autres pratiques européennes, effectivement, il constate qu'il y a une relation de confiance qui existe entre police et population dans les pays nordiques, avec un objectif officiel des forces de l'ordre qui est de préserver le contact avec la population, où par ailleurs l'usage des armes intermédiaires est proscrit. Et ici, par exemple, le Danemark, avec une proximité de la population, vous allez me dire le Danemark c'était un contexte particulier, il cite aussi le Royaume-Uni, avec un consensus au cœur de l'exercice de la police, qu'on retrouve peut-être aussi en Allemagne. Il cite le slogan « La police ton ami », qui est totalement inconcevable dans le contexte français. Mais c'est bien de le rappeler malgré tout, les choses se passent différemment ailleurs. Alors voilà, là aussi dans son analyse, institutionnellement, la police française est complètement aveugle à la civile. Un agent n'est pas récompensé parce qu'il connaît bien la population, mais parce qu'il a atteint un certain nombre d'interpellations. Bon, là, il l'explique aussi par les réformes qui ont été menées, notamment New Public Management, les politiques du chiffre, on en a beaucoup parlé ces dernières années, qui sont certainement une réalité. Et pour les acteurs eux-mêmes, cette logique-là, elle s'impose très naturellement, mais elle ne concerne pas que les forces de police, elle concerne tous les acteurs de la société française, où le New Public Management est venu changer pas mal de pratiques et peut-être bouleverser aussi les métiers, voire les identités des uns et des autres. Ça peut concerner aussi, d'ailleurs, la recherche universitaire. Oui, donc il revient sur le modèle de l'Allemagne, les pays nordiques, avec un modèle dit de désescalade qui repose sur l'idée de diminuer la conflictualité. Et ça suppose donc que les services de renseignement soient des connaisseurs des profils, des motifs au cœur de la contestation. Et même si dans le contexte actuel, il est très difficile de comprendre ces logiques-là, malgré tout, c'est quand même l'objectif qui est assigné aux acteurs du renseignement. Et ce qu'il souligne, et c'est vrai que c'est peut-être aussi ce qui anime un petit peu ma réflexion, c'est le coût politique et humain de certaines, comment dire, de cette incapacité à dépasser notre réflexion actuelle sur des enjeux purement techniques, doctrinaux, sans essayer de voir plus loin et de comprendre ces enjeux-là dans un contexte beaucoup plus large. Ce que ça signifie aussi sur notre société, sur le niveau acceptable de violence au quotidien, mais aussi lors d'événements qui se prolongent comme celui qui nous réunit ce soir, le mouvement des Gilets jaunes. Alors justement, donc c'est vrai que c'est une réflexion qui est très stimulante, qu'il a pu répéter dans de nombreux contextes, dans différentes situations, et malgré tout, j'ai l'impression que depuis qu'il le dit, les choses n'ont pas beaucoup évolué. C'est-à-dire que effectivement, cette question du lien avec la population, la police de proximité, bien évidemment, fait partie du débat, mais je pense que ça va au-delà de ça. Et quand j'évoquerai certaines propositions, et à nouveau en relation avec ce que j'ai pu observer à l'étranger, il s'agit de bien autre chose en réalité. C'est créer vraiment des espaces de rencontre, de réflexion partagée. Alors le document
l'Institut national et aux études de la sécurité et de la justice, INHESJ, est intéressant. C'est une production de recherche appliquée. J'ai pas eu le temps, j'avoue, de m'intéresser aux productions de think tanks indépendants ou quasi indépendants, parce qu'ils sont quand même souvent, ils fonctionnent sur financement public ou privé, mais malgré tout, ils ont une contribution intéressante. C'est vrai que ce document sur la gestion démocratique des foules me semblait intéressant parce qu'il avait été actualisé aussi en fonction de l'actualité, était une production aussi d'un groupe de travail, hein, d'un collectif des auditeurs de la session nationale de formation en sécurité et justice de cet institut. Et sachant que cet institut, malgré tout, est placé auprès du Premier ministre, c'est un niveau de réflexion qui, quand même, peut être considéré comme de référence. Excusez-moi. Pour en lire quelques extraits, hein, c'est vrai que le rapport de ce groupe de travail soulignait que le rapport complexe entretenu par les acteurs institutionnels et citoyens avec la notion de désordre et de violence s'est révélé dans la crise des Gilets jaunes. Le maintien de l'ordre à la française s'est construit autour de l'idée d'un désordre acceptable comme facteur d'expression de droits démocratiques, dès lors qu'il ne remettait pas en cause les institutions. Mais effectivement, on le note, l'opinion publique est désormais plus sensible aux différentes formes de dégradation et de débordement. Et était rappelé aussi en conclusion de l'étude qu'il y avait des impératifs de proportionnalité, de nécessité de réaffirmation des contextes d'emploi de la force. Les opérations doivent avant tout veiller à la protection de tous, citoyens ordinaires comme manifestants. Si le niveau de violence doit être maintenu au niveau le plus bas possible, on voit bien dans l'actualité des Gilets jaunes que cela est un exercice particulièrement difficile à réaliser. Par ailleurs, le document insistait sur la problématique de l'équilibre entre maintien de libertés fondamentales et nécessité d'une action coordonnée des acteurs de la sécurité pour prévenir des situations de violence extrême, avec la nécessité d'avoir recours à des capacités efficaces d'anticipation et d'exploitation des incidents, donc notamment la mise en place de moyens technologiques adaptés et des ressources humaines en quantité suffisante. Et bien évidemment aussi la prise en compte du facteur humain dans la gestion de ces opérations, ce qui évidemment est aussi un enjeu pour d'autres catégories de personnel, et je pense notamment à tout le débat qui a pu avoir lieu aussi pour d'autres catégories d'acteurs de la sécurité, notamment les forces de la mission Sentinelle qui, par ailleurs, ont à plusieurs reprises évoqué l'épuisement, la difficulté à mener la mission, et par ailleurs les incidences que ça peut avoir sur les autres opérations des forces armées, mais effectivement c'est quand même un enjeu important que cette problématique des ressources humaines et de leur bonne gestion. Et par ailleurs, enfin, le rapport termine en soulignant la nécessité aussi de s'adapter à la numérisation de l'espace public, avec l'organisation de manifestations spontanées, donc une forme d'incertitude très élevée, ce qui complique énormément, qui est le cœur de la complication dans la gestion des opérations, avec un spectre plus large aussi de menaces et de violences. Et donc ce rapport suggérait quand même, à toute fin, la nécessité d'une démarche partenariale, avec aussi la mise en place d'outils comme le partage d'informations, retour d'expérience de plus en plus systématique. Donc ça constituait une autre catégorie de production, hein, les think tanks, ou centres de recherche qui ont une visée beaucoup plus opérationnelle, et c'est important de les considérer. Évidemment, on peut aussi évoquer les productions des syndicats sur la question, avec plutôt des prises de parole publiques, mais qui comptent aussi hein, comme des éléments du discours public. Citer aussi les rapports, ça c'est important, hein, dans la littérature en relations internationales, de considérer la place des rapports produits par des ONG, je pense à Human Rights Watch, Amnesty International, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui sont malgré tout des productions au débat. Hein, et donc les intégrer dans la bibliographie qui concerne un peu l'état de la réflexion sur le sujet, c'est aussi quelque chose d'important. Les acteurs économiques doivent être aussi considérés. Trop souvent, on les ignore. Alors voilà, soit sous forme d'interpellation sur les effets de la crise et la nécessité aussi de trouver des solutions
comment dire, aux incidences en termes économiques, hein, et notamment, je pense au MEDEF qui s'est exprimé il y a quelques temps, enfin régulièrement, mais encore il y a quelques temps sur la question, hein, qui faisait une estimation du coût de ces violences entre 2 et 4 milliards d'euros depuis le début du mouvement. Mais bon, au-delà de cet élément-là, aussi la problématique de la place de la sécurité privée. Parce que c'est vrai que, et c'était rappelé dans le rapport de l'INHESJ, le fait que les acteurs privés de la sécurité sont devenus des acteurs incontournables. Hein, et que malgré tout, même s'ils s'expriment peu, ils ont une place dans le dispositif. Alors, on peut le regretter, le critiquer, etc. Mais c'est une réalité, et je pense que, évidemment, ne pas les considérer dans la réflexion, ce serait peut-être aussi ignorer une partie de la réalité de ce sentiment d'insécurité, ou en tout cas de la perception des acteurs de la sécurité par les populations, par l'environnement civil. Parce que malgré tout, quand je l'ai mentionné tout à l'heure, cet enchevêtrement des acteurs de la sécurité, il peut être un facteur bien évidemment de réassurance, il peut être aussi une forme d'incompréhension. C'est quelle est la mission des uns et des autres entre les forces de police municipales, les forces de sécurité privées. Voilà, et je reprenais l'exemple du passage entre l'île Flandre et l'île Europe. Effectivement, il y a une partie commerciale gérée par des acteurs de la sécurité privée. On en ressort à l'île Europe, on a les acteurs de la sécurité liés au Thalys, à l'Eurostar, à la SNCF. Il y a une multitude d'acteurs, mais c'est vrai que en faire la cartographie, c'est assez vertigineux. Et en même temps, ça ne nous dit pas forcément quel est le lien entre les uns et les autres, le niveau de coordination. Voilà, pour le citoyen ordinaire, je pense que c'est important aussi de le considérer, c'est quelque chose qui mérite explicitation. Et par ailleurs, hein, c'est vrai que le rapport de l'INHESJ le dit très bien aussi, les sociétés de sécurité privée pourraient jouer un rôle intéressant en appui des forces de l'ordre dans la gestion des foules. C'est une proposition. Leur mission, sous réserve d'une amélioration de la formation de leurs agents, on en parle beaucoup depuis plusieurs années, et de l'adoption d'un cadre légal approprié, pourrait par exemple s'exercer en tenue pour des missions de canalisation ou de dissuasion. Pourquoi pas, mais en même temps, vous voyez que là, ça fait l'objet de 5 lignes dans un rapport assez intéressant. En aucun cas, alors si, c'est vrai, dans certains cercles un peu plus fermés, ça fait l'objet d'une réflexion. Il y a eu quelques mémoires intéressants qui ont été faites d'ailleurs à Sciences Po Lille là-dessus, mémoires de recherche de 4e année, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on ait un débat très transparent et ouvert sur la question. Et pourtant, c'est une réalité indiscutable. Je regarde le timing aussi, parce que je voudrais en arriver aussi à peut-être l'évocation de ma perspective originale sur la question. Alors, simplement, bon, c'est vrai qu'il y a aussi le point de vue des forces de sécurité, notamment à travers les syndicats. Pour reprendre quelques éléments du débat très, très actuel hein, de ces derniers jours, déjà l'expression d'un malaise, d'un épuisement des forces, peut-être d'un manque de clarté du côté des décideurs sur les objectifs. Voilà, ça je cite notamment le représentant du syndicat Synergie, et sur le fait que, là aussi, c'est un point de vue porté par un représentant syndical, que certaines instructions politiques, du point de vue des forces, n'étaient pas forcément à la hauteur de la gravité de la crise. Donc, malgré tout, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une forme de tension à l'intérieur de l'institution, une incompréhension, et peut-être que l'intention du ministre de l'Intérieur ce matin, hein, lors de ses annonces, c'était justement de reclarifier les choses, de rappeler aussi sa position et ses responsabilités. Hein. Ce qui était assez étonnant quand même, hein, je pense que je le cite de manière appropriée, hein, c'était qu'il évoquait le fait qu'il y avait eu une réévaluation de la doctrine suite aux événements du 1er décembre et du 8 décembre, qui étaient les plus violents, et donc qu'il avait décidé de changer de stratégie. Hein, je le cite, j'ai décidé de changer la stratégie, j'assume mes responsabilités. Et ce qui est assez intéressant, alors que oui, effectivement, le décideur prenne ses responsabilités, c'est quelque chose qui effectivement se comprend tout à fait et même est totalement justifié dans le contexte démocratique. Mais en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est le processus. Et c'est ça qui est en fait assez étonnant, c'est que effectivement, sur quelle base en fait cette prise de décision s'est faite? Qu'est-ce qui se fait en amont de la prise de décision? Et je dis d'autant plus que sur mes terrains à moi, qui portent plus sur les questions de défense, on peut identifier les espaces de réflexion en amont.
ça fait partie même de ce qu'on appelle la réflexion stratégique. C'est-à-dire, et d'ailleurs, cette réflexion, elle est totalement ouverte aux acteurs extérieurs. J'en ai fait partie, j'en fais un peu moins partie maintenant parce que je suis dans une autre activité, mais c'est vrai que, y compris sur des questions de défense qui relèvent du secret défense, parfois, alors sans pour autant nécessairement aller au-delà de ce qui porte sur le confidentiel et sur les secrets liés aux affaires de l'État, malgré tout, il y a des espaces de débat possibles. Et ça, c'est assez étonnant. C'est vrai que sur mes terrains à moi, y compris d'ailleurs autour d'acteurs militaires, comment dire, reconnus, le Pentagone, parce que c'est sur ça que j'avais travaillé pour ma thèse, j'avais réussi à aller à la rencontre des acteurs, à essayer d'avoir des éléments du débat en périphérie de l'institution. Et cette capacité aussi de se saisir d'une partie du débat en périphérie de l'institution, en amont de la prise de décision, c'est quelque chose qui est très important. Je pense que dans un espace démocratique, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir voir émerger assez naturellement. Et puis par ailleurs, c'est vrai que pour des chercheurs, ça permet aussi d'avoir accès à certains éléments de la réflexion sans pour autant être dans le secret des affaires de l'État. Et ça participe aussi d'une forme de diffusion de la réflexion. C'est une manière aussi de mobiliser les ressources, les savoirs, au-delà même des cercles d'experts, notamment de l'État. Alors oui, donc l'explication qui a été donnée, notamment ce matin, qui a été, je pense, rappelée cet après-midi au Sénat, c'était que effectivement les consignes n'avaient pas été correctement appliquées samedi. Et donc il y avait eu effectivement une série de dysfonctionnements, c'est le terme utilisé officiellement, et d'échecs qui justifiaient peut-être un rappel du cadre doctrinal qui avait été décidé en décembre. Alors, sur les autres éléments du débat, je pense qu'il faut quand même aussi mentionner la place du défenseur des droits, parce que c'est malgré tout un acteur intéressant qui s'est exprimé, qui, bon, forcément, compte tenu aussi de son histoire personnelle, fait l'objet de beaucoup de critiques, mais en même temps, il est dans son rôle, il me semble. Il a une possibilité il a le pouvoir d'enquête, il peut saisir ou être saisi de situations en particulier. Il a fait des déclarations publiques qui montraient qu'il avait de réelles préoccupations sur le sujet. Maintenant, il n'a pas de pouvoir contraignant, donc c'est un élément du débat. Et en même temps, je n'ai pas l'impression qu'au-delà des prises de parole très ponctuelles qu'il peut avoir, il soit particulièrement entendu et que l'expertise qui a pu se dégager de ces interpellations soit réellement ait vraiment une incidence sur le contenu des débats et l'évolution du débat. Oui, c'est ça, il peut recommander des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents concernés ou être entendu en qualité d'expert. Et donc c'est vrai que c'est une institution indépendante qui surveille le respect des droits et des libertés, mais en même temps son pouvoir reste quand même assez symbolique, il me semble. Alors les autres acteurs qu'il faut rapidement intégrer, c'est aussi ceux qui, alors ça sera abordé la semaine prochaine par mes collègues Anne Bazin et Eric Sangar, c'est ceux qui voient les choses de l'étranger. Et bien évidemment, ce qui m'intéresse là, c'est de comprendre dans quelle mesure l'image qu'on projette à l'étranger peut aussi ternir, en quelque sorte, les initiatives qui avaient été menées ces 15 dernières années en matière de rayonnement dans le domaine de l'exportation d'un savoir-faire français dans le domaine du maintien de l'ordre. Il y a toute une littérature sur le sujet, et même il se trouve qu'il y a très peu de temps, j'étais à une présentation sur les projets de recherche européens et où le ministère de l'Intérieur avait parlé de l'institution qui avait été créée, qui s'appelle Civipol, qui justement a pour objectif de soutenir la réflexion française en matière de réflexion sur ce qu'on appelle la sécurité globale. Donc c'est plus large que ce qu'on évoque ce soir, mais qui en même temps est une manière de montrer qu'on a un intérêt aussi en termes de rayonnement, de diplomatie publique, à exporter un certain savoir-faire, à exporter une réflexion française sur le sujet. Et dans les événements récents, effectivement, l'image qu'on renvoie peut-être à l'étranger, notamment
compte tenu des interpellations de la commissaire aux droits de l'homme, de certaines institutions européennes, effectivement, c'est que cette expertise qui était reconnue jusqu'à maintenant, est-ce qu'elle n'est pas en train de se perdre? Est-ce que malgré tout, tous les investissements, l'énergie, les moyens mis en œuvre pour essayer de renforcer cette influence française à l'international dans ce domaine du maintien de l'ordre, n'est pas en train de se perdre du fait même de notre incapacité aussi à régler cette situation et à essayer de revenir à une forme de débat plus apaisé sur ces problématiques de gestion de la relation entre police et population. Ce qui m'amène à, justement, dans un même temps, essayer de mieux comprendre un petit peu ce que pourrait nous apporter l'international sur cette analyse de la crise actuelle et essayer de considérer qu'une partie des réflexions menées il y a quelques années sur la nécessité de penser les défis des réformes des secteurs de la sécurité, notamment sur des situations complexes comme le Kosovo, comme qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme exemple? Bien évidemment, je les ai oubliés, mais bon, j'ai cité l'Irlande du Nord tout à l'heure, sont malgré tout peut-être des pistes de réflexion intéressantes pour bien comprendre les enjeux et puis la portée des défis. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le fait que certains chercheurs, notamment la sociologue Isabelle Sommier, décrivaient assez bien en fait la spécificité du mouvement social actuel. Et en fait, si je veux la citer, c'est aussi pour comprendre dans quelle mesure la situation qu'on observe depuis 3 mois, elle est en quelque sorte une situation assez proche de ce qu'on appelle une crise en relations internationales. Si on prend un peu à recul, on se dit, bon, observons ça de l'extérieur, de quoi est-ce qu'il s'agit précisément? Effectivement, il y a quand même une importance des dégâts matériels et humains, incontestablement, une violence dans les formes de protestation, la nature du matériel employé fait débat et est un élément important de la réflexion actuelle. La durée aussi du conflit, quand même, nous oblige à essayer de saisir un peu l'importance du phénomène et surtout, compte tenu de la situation très récente, considérer et que peut-être à l'époque où je proposais cette intervention, j'avais l'espoir que la situation allait s'améliorer, s'apaiser. Effectivement, c'est quelque chose qui peut éventuellement durer et se tendre encore plus. Et dans un entretien de janvier 2019, Isabelle Sommier expliquer un petit peu la particularité de la violence actuelle, avec effectivement historiquement dans les années 80-90, le fait que les manifestations étaient plutôt des événements organisés par des collectifs institués qui pensaient aussi la pacification du mouvement avec la mise en place notamment de services d'ordre, ce qui effectivement n'a plus rien à voir avec la situation observée ces derniers temps. Et puis par ailleurs, lorsqu'on évoque la radicalisation des manifestants, j'ai apprécié ce passage-là, je vais vous le dire. Pour comprendre comment une manifestation devient violente, il faut en avoir une vision d'ensemble. Les manifestants, bien sûr, le public qui assiste, et peut encourager ou pas les violences. C'est la question aussi de ceux qui étaient autour des acteurs les plus violents samedi dernier notamment, mais aussi les forces de l'ordre. On ne peut pas séparer la violence des manifestants du type de maintien de l'ordre qui peut, et c'est le cas en l'espèce, accroître la première. Alors, l'ampleur de la répression actuelle me frappe, et avec le recours à toutes les forces disponibles, y compris celles qui ne sont pas formées à l'exercice, c'est un élément du débat quand même actuel important, je vous renvoie à quelques articles du Monde de ces derniers jours, et d'ailleurs pour la plupart responsables des faits de violence, c'est effectivement un enjeu important. La recherche de contact physique avec les manifestants tranche avec la doctrine de la mise à distance, le suréquipement venu de la gestion des violences urbaines. Alors évidemment, il faut le replacer dans le contexte de sa prise de parole. C'était en janvier, et entre-temps, effectivement, les choses ont évolué différemment, mais c'est notamment cette question du contact qui a été évoquée ce matin, sauf erreur, par le ministre de l'Intérieur, le fait d'aller au contact et de ne pas simplement être dans une position statique. Ces dispositifs tranchent aussi avec ceux utilisés ailleurs en Europe qui privilégient le dialogue pour rassurer les manifestants sur ce qui se passe, éviter qu'ils ne se solidarisent avec les manifestants violents.
ici, le dispositif policier disproportionné et non ciblé, celui de la fin de l'année, suscite l'empathie envers les émeutiers et conduit des individus qui n'avaient aucune intention de casser ou de piller à prendre part aux violences. Ce qui est intéressant là, c'est de voir que dans son analyse, vraiment, elle essaie d'avoir la globalité du phénomène, de bien comprendre l'interaction qui peut exister entre les acteurs au conflit et éventuellement ceux qui sont totalement en périphérie du conflit. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est important lorsqu'on analyse les crises internationales. On considère bien évidemment les acteurs locaux, mais aussi les intervenants dans le conflit, et notamment les acteurs qui sont censés stabiliser la situation, hein, donc la présence internationale, et en quoi cette présence a nécessairement une incidence sur le déroulement du conflit. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il y a l'élément médiatique, et je l'ai dit tout à l'heure, le phénomène médiatique, dans les crises internationales, on le prend de plus en plus en compte, et on essaie d'ailleurs d'avoir un effet sur lui. Alors, c'est vrai que c'est ce qui m'a amené dans la réflexion actuelle, et j'espère qu'elle n'est pas très décousue, et à nouveau, hein, je le redis, c'est vraiment un début de réflexion sur qu'est-ce que finalement je peux savoir de la question sans être spécialiste des questions de police, et en quoi ce que j'ai pu lire par ailleurs, ce sur quoi j'ai pu travailler les années précédentes peuvent apporter un éclairage intéressant, notamment sur justement ce qui n'est pas du tout dans la culture française, malgré tout, même s'il y a eu quelques efforts il y a quelques années, la prévention des situations de crise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit mettre en amont pour essayer de prévenir la situation, pour essayer d'éviter un tel malaise dans la relation entre acteurs de la sécurité et environnement civil. Et d'autant plus que, et c'est vrai que ça m'a toujours interpellé, hein, tout à l'heure je parlais du lien armée-nation, il y a eu un besoin du côté des forces armées de repenser cette proximité avec l'environnement civil, compte tenu aussi des effets de la professionnalisation, des effets des nouvelles missions sur la perception par la population des acteurs de la défense, mais aussi le déploiement des forces armées sur le théâtre national. Effectivement, ça a bouleversé les choses, ça a suscité un certain nombre de réflexions en interne et un certain nombre d'initiatives où on voit que, du point de vue de l'institution militaire, il y a réellement une préoccupation dans le maintien d'un lien armée-nation important, y compris, bon, bien évidemment, pour des raisons de gestion des ressources humaines, mais pas seulement. Je pense que c'est une préoccupation qui est très profonde. Et on n'a pas l'impression d'avoir la même réflexion au sein des forces de police. Et c'est vrai que même, alors là je reprends peut-être ma casquette d'enseignant en charge d'une formation sur les questions de sécurité de défense, plus précisément à Sciences Po Lille, c'est vrai qu'on a du mal aussi à saisir l'institution. L'institution ministère de l'Intérieur, pardon, elle est assez fuyante. C'est-à-dire que autant ça a pu faire l'objet de pas mal de débats, les acteurs de la défense sont très présents et n'hésitent pas à venir au contact des futurs décideurs, ceux qui sont en formation ici à Sciences Po Lille. Du côté du ministère des Armées, il n'y a pas de souci et c'est un élément important de leur stratégie de prise de contact avec l'environnement civil, y compris sur le volet le plus sensible, le volet renseignement. On a eu quelques interventions des services dans l'institution et ça fait partie de la sensibilisation, éventuellement de la mobilisation de ressources au service de l'institution. Du côté du ministère de l'Intérieur, il y a vraiment une difficulté à dialoguer avec l'environnement civil, y compris avec l'environnement universitaire, notamment dans un souci de médiatisation et de valorisation de l'institution, hein, ne serait-ce que cela. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout perceptible. Alors là où justement la réflexion sur les réformes du secteur de la sécurité me semble intéressante à mentionner, c'est que dans les années 90, il y a eu tout un travail sur la promotion de l'état de droit à l'étranger, sur le rôle de la police civile dans les conflits internationaux. Donc il y a eu toute une réflexion du Congo au Kosovo, la place de la police civile dans les opérations de paix. Donc là, on n'est pas sur le volet militaire, on est vraiment sur la contribution. Alors là aussi, une spécificité française autour des forces de gendarmerie que n'ont pas d'autres pays, et donc du coup aussi un positionnement de la France sur ce sujet-là qu'on ne voyait pas ailleurs, et notamment une réflexion sur ce qu'on appelle les réformes du secteur de la sécurité, où la France avait une vision, une voie que d'autres acteurs n'avaient pas,
qu'on identifie très bien dans la littérature sur le sujet, avec toute une série de publications sur le policing à l'international, sur l'exportation d'un savoir-faire en matière de maîtrise des foules, de maintien de l'ordre, avec aussi une problématique sur le continuum dans la gestion de la crise, la prévention, la gestion et la sortie de crise. Toute une littérature qui, malgré tout, a alimenté la réflexion et qui portait aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, sur les conditions d'un meilleur encadrement de la réflexion sur le sujet, c'est-à-dire notamment une implication plus forte des acteurs de la société civile dans ces réflexions de police. Et là, c'est plus précisément les productions autour de ce qu'on appelle la gouvernance des secteurs de la sécurité, autour de la réforme du secteur de la sécurité, et notamment ce qu'on appelle oversight, c'est-à-dire la capacité de contrôle, d'évaluation, à la fois par les acteurs de la société civile, mais aussi par les acteurs parlementaires, et c'est ça qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité. Et c'était dans un contexte beaucoup plus large, une réflexion beaucoup plus large, qui portait sur un renforcement des relations entre les acteurs de la sécurité au service de l'état de droit, en reconstruction, la justice transitionnelle, et la société civile dans toutes ses composantes, et notamment au service d'un plus grand contrôle démocratique. Et cette littérature-là, malgré tout, elle faisait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la notion de sécurité humaine. C'est l'idée que, malgré tout, la perception de la sécurité par la population, par l'environnement civil, est un élément essentiel de la réflexion sur l'adaptation des dispositifs de sécurité à ces réalités-là. Et je pense que c'est quand même un élément assez important qui manque dans le débat actuel. Avec notamment, pour le résumer, ce qu'on appelle réforme du secteur de la sécurité, une définition très large des secteurs de la sécurité, incluant aussi, mais ça c'est la logique britannique que j'avais pu observer de près qui le justifiait, l'acteur de la sécurité privée, une réflexion sur la réforme du secteur de la sécurité dans une perspective de création d'un environnement sûr au profit des populations, donc l'objectif de sécurité humaine comme étant l'intention première. Un renforcement de ce qu'on appelle l'appropriation, alors c'est une mauvaise traduction, mais le fait par les acteurs locaux, c'est-à-dire une manière de s'impliquer dans les processus et d'être co-gérant du processus de réforme du secteur de la sécurité, tout en adaptant les cadres conceptuels, doctrinaux, beaucoup plus larges. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait à la fois un volet très technique, parce que, en fait, les réformes du secteur de la sécurité, ça allait au-delà de ce que, historiquement, on a pu appeler... Alors là aussi, je ne fais pas de comparaison, simplement pour remettre dans le contexte de l'émergence de cette réflexion sur gouvernance et sécurité, les phénomènes de démobilisation, et désarmement, réintégration, qui sont effectivement dans des contextes très particuliers, notamment les conflits en Afrique, mais les réformes du secteur de la sécurité allaient bien plus loin et portaient sur une visée politique, sur un objectif stratégique, sur la place des acteurs de la sécurité dans un environnement civil en transformation. Et malgré tout, je pense que le contexte actuel français, il est pas si loin de ça. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui est en permanence, sous la menace d'actions terroristes, il ne faut pas l'oublier. Enfin, en tout cas, je pense que, notamment dans les environnements urbains très denses, effectivement, ça a des incidences au quotidien sur la capacité à mener des actions à l'extérieur, des activités hors les murs, je pense aux plus jeunes générations. Ça a des conséquences assez importantes aussi sur les acteurs de l'éducation, primaire, etc. Donc ça, c'est une réalité, ça a une emprise réelle sur l'organisation de nos quotidiens, sur l'organisation de nos villes. À nouveau, regardons les dispositifs tels qu'ils existent autour des lieux très commerçants ou alors des gares, par exemple. C'est quand même énormément de ressources qui sont mobilisées. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a le phénomène de mouvement des Gilets jaunes qui crée des situations de tension, alors dans la durée mais ponctuellement, donc c'est un phénomène qui est assez intéressant à étudier, totalement inédit à mon avis, mais qui rend la situation vraiment inédite et qui mériterait qu'on s'y penche pour essayer de mieux caractériser cette situation, cet enchevêtrement de défis en termes de sécurité, et j'ai l'impression que très souvent on dissocie totalement les choses. On n'a pas de vue englobante de cette réalité-là qui est particulièrement complexe et qui justifierait que, par exemple, on mobilise aussi d'autres savoirs, d'autres réflexions en dehors même des institutions qui sont censées gérer cette sécurité-là.
Alors, et ce qui était particulièrement intéressant, et je vais abréger sur ce point-là, c'était que dans le contexte d'une réflexion sur la réforme du secteur de la sécurité à l'international, j'avais eu la possibilité d'accompagner une mission d'observation et d'analyse d'officiers africains en Irlande du Nord. Et ce qui m'avait particulièrement intéressé dans ce contexte-là, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, c'était la présence d'institutions chargées de faire la médiation entre société civile et acteurs de la sécurité, et notamment la nomination d'un police ombudsman qui était chargé de s'assurer de la transparence, de la diffusion de l'information, de la redevabilité, accountability, qui est quand même un point important de la problématique de la gouvernance sur ces questions-là, au quotidien. Et donc, c'était d'autant plus intéressant à étudier que cette situation-là, cette mission-là, avait été mise en place au moment même où justement les forces de police étaient en pleine réforme, en profondeur, notamment avec une réflexion sur les nouvelles missions qu'on lui a assignées, c'est-à-dire le passage de ce qu'on appelle la Royal Ulster Constabulary, RUC, vers ce qui était renommé Police Service of Northern Ireland. Donc vraiment une réforme en profondeur de la place de ces acteurs au service des citoyens, au service de la population. Ce qui rappelle totalement ce que disait Sébastien Rocher tout à l'heure sur la manière de penser le lien avec l'environnement civil. Troisième temps de ma réflexion que je partage avec vous, c'est un peu les pistes de recherche que ça peut suggérer, hein, notamment sur justement le besoin peut-être d'identifier un peu à la manière de ce qu'on fait en sociologie de la défense, des terrains d'exploration de la recherche universitaire sur une sociologie des forces de sécurité, notamment prise entre cette menace terroriste, qui est quand même réelle et concrète, et ces nouvelles formes de manifestation. C'est-à-dire, je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, des initiatives ont été lancées pour initier ce travail de réflexion. En fait, j'en ai une petite idée parce que j'ai pu observer les choses un peu de l'intérieur, notamment sur les formes de financement d'une recherche sur ces questions-là, et malgré tout, les financements portent beaucoup sur des questions techniques et très peu sur l'élément sociologique, sur l'élément humain. Et je pense que c'est effectivement très dommageable à la réflexion actuelle. Ensuite, évidemment, sur le processus de réforme doctrinale, qui est un point important, hein, je ne le nie pas, mais en même temps qui n'est pas peut-être la seule question importante à soulever, essayer de faire un point sur les expériences étrangères. Comment est-ce qu'on a procédé, quels sont les processus qui ont été mis en place pour essayer d'accompagner au mieux ce mouvement et du coup aussi, sans pour autant importer un savoir-faire ou des processus de l'étranger, essayer de recontextualiser sa réflexion pour en créer les bonnes conditions dans le contexte français, qui est particulièrement complexe dans la situation actuelle. Et puis ensuite, l'international. Je pense que malgré tout, cette réflexion sur l'interne, l'externe, le retour d'expérience que l'étranger peut nous apprendre de nous-mêmes, c'est quelque chose qui, bon, peut-être, effectivement, ne peut être compréhensible que dans une démarche de recherche. C'est-à-dire, effectivement, c'est un peu pousser la logique trop loin que de considérer que l'expérience au Kosovo, l'expérience en Irlande du Nord pourrait nous inspirer. Mais malgré tout, je pense qu'il y a forcément de bonnes choses à retenir de ces expériences étrangères, sur la manière de procéder, la manière d'inciter aussi à une ouverture des débats sur ces questions de police, dans des contextes très tendus. Alors, je vous ai promis des propositions. Je pense que voilà, c'est un peu une manière de prolonger mes questionnements. Et d'essayer de susciter le débat par la suite. Hein. Il y a vraiment un besoin d'ouvrir, ça c'est le point de vue aussi du responsable de formation ici, hein, davantage l'institution, le ministère de l'Intérieur, avec vraiment, même s'il y a une culture policière particulière qui peut expliquer ces difficultés à échanger avec l'environnement extérieur, y compris en termes de recrutement, sur l'expertise disponible à l'extérieur de l'institution, je pense qu'il y a un besoin de décloisonner les organisations et les esprits. Et ne serait-ce que pour contribuer à l'effort même de l'institution, je pense que toutes les institutions, tous les acteurs ont réussi à le faire, et j'ai du mal à comprendre les éléments de blocage et les résistances qui peuvent exister, même si bon, les choses évoluent progressivement.
hein, pour témoigner aussi de cette ouverture, pour ne pas être excessif peut-être dans mon jugement. C'est vrai que le ministère de l'Intérieur, de plus en plus, peut prendre des stagiaires, peut prendre de jeunes diplômés pour des missions ponctuelles, mais ça reste ponctuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réflexion de fond et une communication à destination de l'environnement civil, et notamment universitaire. Et je pense que ça changerait quand même pas mal la donne que de faire ce travail d'ouverture vers l'extérieur. Deuxième proposition, soutien à des programmes de recherche, je pense que ce serait particulièrement intéressant. Du côté des forces de gendarmerie, ça avait eu lieu il y a quelques années, je me souviens de quelques financements, notamment autour de, bien évidemment, j'ai oublié le nom de l'institution, mais de la gendarmerie nationale, du centre de recherche de la gendarmerie nationale, qui avait initié quelques travaux très intéressants sur notamment le volet à l'international. Je pense que ça mériterait d'être soutenu et encouragé pour faciliter le contact. À nouveau contact, échange, je pense qu'au-delà de la problématique du changement doctrinal, il s'agit de réfléchir à une transformation plus profonde de la gestion de la sécurité. Dans la société telle qu'elle est actuellement et telle qu'elle se transforme progressivement, avec là aussi tous les défis autour du numérique et de ce que ça engendre comme bouleversement de part et d'autre. Par ailleurs, sur toutes les questions qui nous interpellent depuis 3 mois, il est assez intéressant de noter que, alors effectivement, les ministères de la Justice et de l'Intérieur sont mobilisés, mais ça reste une réflexion qui est très peu interministérielle. Et justement, sur l'international, sur la gestion de crise internationale, alors les anglo-saxons l'avaient fait bien avant, ça fait partie de mes domaines de recherche plus spécifiques, ce qu'on appelle la gestion par interagence, interagency. Effectivement, l'interministériel, désormais considéré comme un élément important de la réflexion sur l'action à l'international. Et peut-être que, justement, pour avoir une réflexion plus holistique, plus globale sur ces enjeux très complexes, avoir une réflexion plus interministérielle sur le volet sécurité intérieure, ça pourrait être particulièrement stimulant et intéressant en essayant d'adapter un peu la gouvernance à certaines pratiques de la nouvelle gestion des affaires publiques, avec toutes les limites aussi que j'ai pu évoquer tout à l'heure, mais malgré tout, l'ouverture du débat interministériel peut être une chance peut-être pour dépasser les blocages actuels. Même si je comprends bien qu'il y a des enjeux sur les acteurs actuels de l'institution à vouloir ouvrir le débat, bien évidemment, c'est pas évident, mais peut-être que ce serait une manière de faire reconnaître aussi l'importance de ces questions-là auprès d'autres acteurs institutionnels. Je pense qu'il y a vraiment un besoin aussi d'ouvrir l'agenda et de le rendre plus inclusif, par une forme de consultation plus large, pour rapprocher les citoyens de ces acteurs de la sécurité du quotidien. Je pense qu'au-delà des moments de crise et des urgences actuelles, je ne vois pas ce qui empêche cette ouverture du débat et cette rencontre qui se ferait assez naturellement dans les mois qui viennent, pour essayer de dépasser les blocages actuels. Notamment dans le but de rétablir une confiance entre la société française et les acteurs de la sécurité. Et là, je reviens à ce que les sociologues disaient de la question. Je pense qu'ils sont quand même de très bons connaisseurs de la question. Je ne peux que les citer et considérer que leur analyse reflète une réalité de cette incompréhension, de cette absence de dialogue, et donc du coup d'une forme de défiance permanente qui peut exister. La question du suivi parlementaire, évidemment, la redevabilité. Je pense que je m'empresserai de suivre un petit peu les débats de cet après-midi, mais malgré tout, on en est encore loin dans le contexte français. On a du mal à accepter cette idée qu'il y a un droit de contrôle de regard de la part des acteurs parlementaires, notamment sur ces activités très sensibles, et ce qui forcément est un point de faiblesse de notre démocratie française. Je pense qu'en comparaison de ce qui se fait chez nos alliés européens et notamment aussi américains, je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être mieux connu, notamment pour mieux diffuser cette réflexion. Plus largement, et là aussi c'est mon statut de citoyen père de famille qui parle, c'est considérer que les débats qu'on doit avoir maintenant, ils doivent aussi aller au-delà de ceux qui sont en capacité de réfléchir et de décider maintenant. Je pense qu'il faut aussi penser à cette violence qu'on projette auprès des jeunes générations. C'est quelque chose qui, malgré tout, laisse des traces. De même que lorsqu'on étudie un conflit,
de plus en plus, on prend en compte l'aspect mémoriel des choses. Et cette violence que... Alors, pour des raisons personnelles, il se trouve que je suis complètement coupé de la formation télévisée depuis quelques mois, et mes enfants aussi du coup. Mais pour ceux qui sont en permanence en train de regarder cette violence, ça laisse des traces à mon avis, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Et malgré tout, je pense que cet élément-là, il doit être beaucoup mieux analysé pour en comprendre les effets à plus ou moins long terme. Bon, puis en plus, on l'a évoqué par ailleurs sur d'autres phénomènes de radicalisation, etc. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une violence qui va laisser des traces et on ne peut pas le négliger. Et donc, du coup, ça me permet de terminer aussi sur une forme d'ouverture à des programmes d'éducation à la culture de la non-violence. Ça paraît totalement désuet et complètement décalé, mais en même temps, il se trouve qu'il y a quelques années, il y avait encore quelques groupes militants sur la non-violence, et je trouve que par rapport à la violence qu'on peut observer ces derniers jours, diffuser cette culture de la non-violence, cette éducation à la non-violence, ça peut avoir du sens malgré tout. Je pense que c'est un élément de réflexion sur, ça me rappelle des débats sur la prévention des conflits, une prévention structurelle, c'est-à-dire faire en sorte que nos sociétés arrivent à exprimer les désaccords, à exprimer avec un certain, voilà, avec un réel engagement. Hein. Il ne s'agit pas d'avoir une forme de consensus mou, mais en même temps en essayant d'arriver à maîtriser ce niveau de violence pour essayer de trouver des modes alternatifs d'expression de la frustration, du désaccord. Donc j'espère que cette intervention n'était pas trop décalée, qu'elle était malgré tout assez intéressante, et qu'elle a apporté aussi un éclairage sur peut-être des éléments du débat plus à l'international qui mériteraient d'être réintégrés à notre réflexion interne, nationale. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité d'aller au-delà de la réforme doctrinale qui est évoquée régulièrement et qui fait l'objet d'un consensus actuellement. Aller au-delà des éléments conjoncturels et techniques. Essayer de réfléchir aussi à ce que nous avons pu diffuser il y a quelques années à l'étranger et ce qui mériterait peut-être d'être réévalué à la lumière de nos échecs actuels, c'est pas moi qui le dis. Et puis ensuite, bon, vraiment, l'idée c'était de partager avec vous ces réflexions. Alors, je m'excuse d'avance si elles sont totalement inabouties, si elles sont floues, si elles manquent de pertinence par rapport à l'importance des défis actuels, parce qu'effectivement, volontairement, j'ai pris aussi une distance par rapport à ce qui fait polémique. Parce que malgré tout, il faut aussi penser la réflexion sur le temps long et aussi créer les conditions de l'émergence d'une réflexion sur ce sujet qui soit apaisée et qui puisse se faire aussi dans des espaces universitaires. Et c'est un des éléments importants de mon investissement de ces dernières années ici, alors plus sur les questions de défense à nouveau, mais de considérer que ces questions nous regardent. Hein, pour des futurs diplômés, et pour les acteurs aussi, le public qui vient de l'extérieur, pouvoir débattre des problématiques si complexes et si sensibles que ça, à l'intérieur des instances universitaires, c'est aussi essentiel. On est là pour débattre de ça, pour essayer de s'outiller, pour mieux comprendre les enjeux, et peut-être aussi créer les conditions pour faire émerger une réflexion apaisée entre les acteurs du dispositif. Et pour terminer sur une note positive, il se trouve que demain, nous irons le master sur les questions de défense à Mourmelon, observer un exercice de l'OTAN, c'est une forme d'engagement aussi dans une réflexion sur déjà une meilleure compréhension des enjeux en matière de sécurité et de défense internationale, mais aussi un signe fort, je pense, d'une volonté d'une institution universitaire de dialoguer avec les autorités militaires, ce qu'on appelle le lien armée-nation. Ça passe par d'autres actions aussi par ailleurs, hein, dans ce cadre-là ici à Sciences Po Lille, et j'aimerais pouvoir en dire autant pour la relation avec d'autres ministères, notamment le ministère de l'Intérieur. Et malgré tout, je pense que pour le moment, c'est encore difficilement concevable. C'est regrettable, parce que ce serait l'occasion de montrer que les choses peuvent se faire différemment en partant du dialogue, de l'échange, pour essayer de dépasser les incompréhensions actuelles. Merci beaucoup de votre attention. Donc j'ouvre la salle aux questions, aux points de désapprobation et de désaccord, n'hésitez pas, aux points d'éclaircissement aussi éventuellement, y compris sur les éléments de littérature académique sur la question, sur les raisons de ma démarche. Je crois que ça a été enregistré, il me semble. Alors, il se trouve que j'ai été particulièrement long et je m'en excuse, donc du coup, vous n'avez pas tout manqué de mon intervention. Mais oui, je pense qu'il y a une trace audio, vidéo, je ne sais pas
qui sera disponible auprès des acteurs, enfin des responsables des événements ici à Sciences Po Lille. Oui, pardon. Vas-y. Et non spécialiste, hein, je le dis. Hum, 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 absolument. Bah alors, non, je partage votre interrogation et vos remarques. Effectivement, déjà, on ne peut pas limiter la réflexion à une problématique purement technique. Donc, effectivement, il y a bien d'autres enjeux derrière cette question du rapport à la police et des violences observées ces derniers temps. Euh, on ne peut pas se satisfaire aussi des réponses qui viseraient à restreindre la liberté de manifester, de se réunir, de débattre de ces enjeux démocratiques. Euh, une manière peut-être d'essayer de voir plus loin que ces éléments de blocage, c'est justement d'ouvrir la réflexion à un cercle beaucoup plus large d'experts, c'est-à-dire en faire un élément de débat public. Mais au-delà de la problématique posée par les Gilets jaunes, c'est-à-dire effectivement par rapport au type de société euh, qui est visé, essayer de mieux comprendre aussi comment la police s'inscrit dans ce paysage en reconstruction. Et pas uniquement la police par rapport à un besoin ponctuel, pardon, et qui serait limité à une forme d'usage instrumental par rapport à des préoccupations de l'institution, effectivement. Mhm. Oui, et en même temps, qu'est-ce qui empêche la police malgré tout ouvrir des canaux de communication, d'échange? En tout cas, je pense que ce genre d'initiative, elle ne pourrait être que bien perçue, en tout cas par certains. Après, évidemment, c'est un travail de longue haleine. On ne parvient pas à convaincre l'ensemble des acteurs de la société civile de la pertinence de ces orientations, mais en même temps, au moins, ça ouvre des canaux de communication et ça permet
d'éviter les malentendus, en fait, tout bêtement. Et même de montrer aussi qu'il existe une forme de débat à l'intérieur même de l'institution, ce qui évidemment est problématique, y compris d'ailleurs, parce que ça a fait débat il y a quelques semaines au sein des acteurs de la défense. Effectivement, la parole, la parole doit être libre, et puis en même temps, effectivement, à partir du moment où elle commence à dépasser un certain cadre, elle suscite des remous au sein de l'institution. Bon, mais en même temps, ça c'est un phénomène cyclique, et en même temps, ça n'a pas d'incidence sur la possibilité d'un maintien, d'un échange entre, là je parlais pour le ministère des Armées, et la société civile. Du coup, pour le ministère de l'Intérieur, justement, ce serait une manière de trouver peut-être des points de, comment dire, pas nécessairement uniquement un soutien, mais en même temps une écoute peut-être un peu plus bienveillante de la société civile sur le ressenti à l'intérieur de l'institution. Et c'est vrai que, je veux dire par là que ce que vous évoquez sur l'évolution de la mission, sur les malaises à l'intérieur de l'institution, bien évidemment, on peut en entendre parler, mais précisément de quoi s'agit-il et comment est-ce que ça nous concerne aussi, nous, citoyens, par rapport à une problématique de gestion d'une politique publique en matière de sécurité. Donc malgré tout, il n'y a pas de raison que cette problématique-là elle soit totalement ignorée des débats qui peuvent avoir lieu, comme sur n'importe quel autre sujet, dans une démocratie. Et donc c'est une manière aussi de faire en sorte que justement ce rapport de force que vous décrivez entre le politique, l'institution et les forces elles-mêmes ne se limite à un échange un peu binaire. L'ouverture vers l'extérieur, est-ce que vous pensez qu'il serait possible ou quels sont les éléments de blocage en fait qui peuvent expliquer la persistance pardon, de cette incapacité au dialogue? Mhm. Mais est-ce qu'en même temps, du coup, parce que les forces de police, elles ont une plus grande liberté à travers notamment les syndicats, d'expression et de contact avec la population. Du coup, est-ce que malgré tout, d'accord. Donc ça traduit un malaise beaucoup plus profond sur la place aussi de la représentation syndicale au sein des forces de police. Mhm, mhm. Mhm, 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 mhm. Oui, exactement, effectivement. Voilà, donc du coup, en même temps, les solutions trouvées éventuellement dans d'autres contextes peuvent être source d'inspiration pour, y compris le. Non, non, bah, je suis largement partisan de l'approche bottom-up. Je pense que ça a du sens. Effectivement, vous voulez dire, cette crise actuelle des Gilets jaunes peut être le moment un peu stratégique de la réflexion plus de transformation plus en profondeur ou de réflexion plus en profondeur. Si, certainement. Maintenant, il est vrai que pour une institution, subir les situations de crise du fait même des manifestations des Gilets jaunes et en plus se remettre en question en profondeur, c'est un défi particulièrement important. D'où peut-être aussi le besoin de trouver des appuis ailleurs, en dehors. C'est-à-dire que d'où peut-être la réflexion interministérielle. Alors là aussi, je comprends bien que je ne suis pas non plus naïf, je sais bien que cette question du rapport entre ministères est forcément problématique, mais malgré tout, ça pourrait avoir du sens. En tout cas, simplement le point de départ de la réflexion, c'est aussi on ne peut pas se contenter de la situation actuelle. Enfin, je veux dire, il faut essayer d'aller au-delà et d'essayer de penser d'autres cadres de réflexion, d'où mon ouverture sur d'autres contextes qui sont peut-être un peu éloignés, mais qui me semblent malgré tout assez intéressants à au moins mentionner. Oui.
Je pense que déjà, l'expression, il faut la remettre dans son contexte. Je ne l'avais pas en tête. La phrase elle-même ne signifie pas forcément que pour le ministre de l'Intérieur, on est dans une situation de guerre, j'imagine. Donc, peut-être considérer que c'est avant tout une façon de remobiliser ses forces, hein, et une manière de montrer que il y a une action qui se mène dans la durée, dans la manière de simplement assurer la mission de maintien de l'ordre. Voilà. Moi, j'en ferai une lecture plus apaisée, dans le sens où, effectivement, au-delà de la provocation et de ce que ça peut envoyer comme signaux dans le contexte politique tendu de l'époque, c'est une manière, simplement, en s'adressant à ces troupes, de remobiliser les ressources, qui sont par ailleurs, je pense qu'au-delà de ce qu'on peut en dire, sont aussi touchés par la situation. Je pense que ce sont des situations particulièrement complexes à gérer pour les hommes, et donc il faut aussi le prendre en compte. Donc, je ne sais pas si ça traduit de la part de celui qui s'exprimait une certaine représentation du niveau de violence qui était atteint, mais évidemment, peut-être que la question que vous posez, elle pourrait être aussi posée, alors je ne sais pas si elle l'a été posée, elle pourrait être aussi posée dans un contexte autre, c'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure autour de la redevabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendiez par là, posé par des parlementaires? De quoi est-ce qu'il s'agit précisément? Là, je pense que vraiment, dans un contexte démocratique, et surtout sur des questions comme celle-ci, hein, autant un mot sur les questions de défense, où le secret défense peut justifier une certaine confidentialité de l'échange sur la redevabilité, mais ça s'est mis en place malgré tout, y compris les questions de renseignement, dans un cercle plus restreint. Pour le coup, je pense qu'il y a un besoin d'explicitation du message politique, effectivement des objectifs derrière la déclaration politique. Et évidemment, je veux dire, ça nous concerne aussi, nous, les chercheurs, parce que partir du discours pour en comprendre les enjeux, c'est évidemment fondamental. D'où ma première réponse sur recontextualisant le propos, quelle était son intention derrière tout ça. Est-ce que c'était avant tout une parole à destination de ses forces dans une logique très institutionnelle de remobilisation? Il était dans son rôle de patron des forces de police, peut-être que de déclarer ça. Et donc, ce n'était pas éventuellement un niveau de lecture plus violent que ce que j'y vois moi. C'est une forme d'interprétation maintenant. Oui. Je n'ai pas ces sources d'informations. Maintenant, ce que j'ai cru comprendre de la prise de parole du ministre de l'Intérieur ce matin, c'est que des consignes avaient été données durant le week-end qui semblaient aller à l'encontre de ses propres consignes au niveau de la préfecture de police. Et donc, évidemment, ce que vous évoquez, ce sont les tensions, les querelles qui peuvent exister entre les différents acteurs du dispositif de sécurité. Entre, notamment, pour ce qui concerne Paris, effectivement, le préfet de police et le ministère de l'Intérieur. À nouveau, le défenseur des droits demande un débat public, demande une reconsidération sur l'usage de ces armes intermédiaires. Je pense que là aussi, évidemment, le niveau d'information sur la question, le niveau de débat n'est peut-être pas satisfaisant. Je pense que ça mériterait d'être analysé peut-être plus scientifiquement aussi, c'est-à-dire notamment sur les effets provoqués, peut-être aussi une mobilisation du corps médical sur la question de l'impact, de l'effet, de l'utilisation. Je pense qu'à plusieurs reprises a été utilisé non pas la question simplement de l'usage, c'est des modalités d'usage. Et aussi, alors je ne sais plus à quel moment de mon intervention, sur la formation nécessaire au bon usage. Et là, ça fait partie aussi des débats actuels. Qui les utilise ? Qui est formé pour les utiliser dans une bonne... Et il me semble que là aussi, ça fait l'objet de tensions et de discussions au sein même de l'institution. Voilà. Alors à nouveau, comme je ne suis pas spécialiste, et c'est pas pour me dédouaner, c'est simplement que, voilà, de ce que j'ai vu des débats, effectivement, ça mériterait de faire l'objet d'une réflexion plus approfondie. Et la réflexion, elle ne peut être qu'alimentée par des recherches. D'où l'importance aussi de considérer que lorsqu'on dit qu'il est nécessaire de faire des recherches et de financer des recherches sur ces sujets-là, c'est qu'on doit avoir des éléments d'information objectifs
on doit pouvoir faire l'état de la connaissance sur le sujet, ce qui pour le moment est difficilement concevable, même s'il y a quelques chercheurs réputés sur le sujet, et à mon avis ce n'est pas satisfaisant, hein, et donc il faut pouvoir alimenter le débat par des éléments beaucoup plus scientifiquement fondés, très clairement. Mmh. Oui, non, non, bah absolument, c'est une approche des choses. Maintenant, je pense qu'effectivement, vous partez du constat que les manifestations ont changé de nature. Et donc, malgré tout, le fait d'essayer de réimposer un cadre strictement défini d'un point de vue juridique, je pense que c'est en décalage par rapport à la réalité des tendances qu'on observe récemment. Et voilà, pour revenir à ce que disait Isabelle Sommier, effectivement, ce sont des formes de manifestation dont on a encore du mal à saisir les éléments de développement. Effectivement, ça bouleverse aussi peut-être le champ politique, puisque finalement, on le voit sur le prolongement éventuel du mouvement par rapport à l'agenda électoral européen. Il y a une difficulté à formaliser une réflexion plus aboutie, à faire émerger un consensus, évidemment. Mais en même temps, il faut essayer de faire avec et justement de mobiliser la réflexion pour non pas essayer d'y opposer un cadre peut-être hyper contraignant et qui est du coup peut-être difficilement applicable parce que totalement en décalage avec les réalités justement observées sur le terrain, mais essayer de composer avec cette réalité sur le terrain et d'innover un petit peu dans la manière d'encadrer, de mieux. Je pense que malgré tout, hein, les services, il y a eu quelques réussites dans la manière d'accompagner les manifestations, où les services d'ordre, y compris mis en place, je crois, structurés par les Gilets jaunes eux-mêmes, ont pu permettre de gérer un peu mieux les points de tension. Après, je pense qu'on est passé dans une autre phase, que à nouveau les acteurs qui étaient présents samedi sont différents de ceux qui étaient auparavant présents notamment autour des Champs-Élysées. Donc évidemment, il faut en permanence réadapter le dispositif. Mais là, pour le coup, je pense que les éléments d'information, ils sont présents. Là, il ne s'agissait pas d'un manque ou d'une absence de renseignements en la matière. Le phénomène était, à mon avis, très bien identifié. Évidemment, il y a eu dysfonctionnement et l'institution le reconnaît elle-même. Donc, du coup, une nécessité peut-être de revoir le dispositif et
en même temps d'en assumer les conséquences. C'est-à-dire que quand même, malgré tout, ce qui est assez inquiétant dans le contexte actuel, c'est que finalement, si j'ai bien compris le discours actuel, on serait dans un contexte tel qu'on serait prêt à en assumer les conséquences, y compris d'un point de vue humain, si finalement on décide de repartir sur la doctrine telle qu'elle s'est actualisée en décembre, c'est-à-dire qu'effectivement il y a l'idée du contact possible, et bien évidemment qui dit contact dit éventuellement risque de blessures graves, voire plus. Donc si j'ai bien compris l'état du débat, et malgré tout, bon, voilà, c'est une situation qu'on va observer samedi prochain, c'est-à-dire effectivement, éventuellement, est-ce que vraiment on passe on est entré dans une autre phase? Et effectivement, est-ce qu'il y a un risque d'escalade de la violence dans la riposte qui serait apportée à la situation observée samedi, ce qui nous éloignerait encore plus de ce que je décrivais des modèles étrangers. Ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire que malgré tout, et voilà, je ne mets pas à la place d'eux, simplement j'observe, j'essaie de constater la situation. On fait encore un pas plus loin, enfin encore un pas plus en avant vers ce qui nous éloignerait d'une solution par un dialogue renforcé avec les acteurs en présence. Et donc du coup, dans quelle mesure est-ce que c'est une situation qui correspondrait à une approche en faveur d'une résolution durable de la crise? J'en doute. Donc c'est un petit peu voilà l'état de mes interrogations actuelles, mais j'avoue que j'ai très peu d'informations sur le détail. Oui. Vous pensez que c'est le cas par rapport au débat Ah, donc là vous parlez, pardon, je pensais que vous parliez des responsables administratifs. Là vous parlez des responsables. D'accord. Hum, hum. Hum, hum. 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 Qui bouleverse les choses. Oui, après, je pense que la décision, elle se fait au niveau du ministre, de son secrétaire d'État, c'est une complémentarité dans les compétences. Hein. Je pense qu'il y a aussi des fonctions pour chacun d'entre eux. Donc, je pense que malgré tout, ce qui est certain, c'est que ça peut alimenter l'incompréhension et les tensions en interne. Donc, du coup, renforcer les malentendus et ça ne peut que rendre l'exercice du maintien de l'ordre difficile. Euh,
Après, j'ai pas les éléments d'information qui me permettent de juger de la compétence des uns et des autres sur ce sujet-là. Mais en même temps, je pense que c'est une question, mais non, absolument. Mais en même temps, de même que pour d'autres ministères, effectivement, quelquefois, on se rend compte que il se trouve que en même moment, on semblait dire, alors je ne sais plus dans quel contexte, mais que au ministère de l'écologie, il y avait eu une difficulté de coordination et d'acceptation de la charge de ministre de la part de Nicolas Hulot. Il y a eu quelques remontées récemment qui semblaient dire que voilà, il venait de la société civile, il était d'un autre monde, il avait du mal à comprendre les codes du domaine dans lequel il s'était retrouvé impliqué, et du coup, au-delà du malaise personnel qu'il a pu partager, effectivement, il y avait un décalage énorme entre ce qu'il peut-être entendait mettre en œuvre et puis la manière dont l'institution fonctionnait. Donc effectivement, de toute façon, je pense que l'état de notre société démocratique exige qu'on pose des questions de fond, et effectivement, sur la formation des élites, sur leur capacité à dialoguer avec les praticiens. Là, je pense que oui, on est en droit d'interroger beaucoup de choses. Hein. Et d'ailleurs, l'interrogation, elle porte aussi sur notre capacité à nous, universitaires, de comprendre les choses, de ne pas être en décalage. C'est pour ça que j'ai cité volontairement aussi certains universitaires qui décidaient d'aller un peu au contact aussi, quitte à être un peu trop parfois pour certains militants, de perdre un petit peu de leur indépendance. Mais en même temps, la situation peut l'expliquer assez naturellement. C'est-à-dire que malgré tout, on ne peut pas rester en retrait et considérer que ça ne nous concerne pas et qu'on devrait avoir une réflexion totalement hors sol. Je pense que évidemment, on doit pouvoir contextualiser la réflexion et considérer que malgré tout, cette réflexion, elle doit aussi inclure une forme de prise en compte de ce que le savoir peut entraîner concrètement dans les prises de décision. D'où l'importance aussi peut-être d'avoir à la fois une réflexion purement académique, scientifique, et de prolonger cette réflexion scientifique par une forme de réflexion plus opérationnelle, et notamment les espaces de rencontre, d'échange, passent par ça, c'est-à-dire une façon de confronter les perspectives, d'être en capacité de s'écouter, de se comprendre, pas nécessairement de partager les analyses, mais en même temps de comprendre que la capacité à évaluer les situations, y compris pour en conclure qu'il y a une adaptation du dispositif, peut naître aussi une forme de réflexion assez intéressante sur le besoin de mieux former certains décideurs à l'avenir, essayer de permettre un meilleur va-et-vient entre le monde universitaire et le monde de la décision. À nouveau, je prends le contexte américain où très régulièrement on ne fait pas carrière, on voit qu'on ne fait pas uniquement carrière dans le monde universitaire, on fait des allers-retours entre le monde universitaire, le monde de la décision, le monde du secteur privé, où il y a un décloisonnement qui existe. Ça peut aussi entraîner des dérives, hein, on est d'accord. Mais là aussi, et lorsqu'il y a des dérives dans le système démocratique américain, qui n'est pas idéal, hein, mais que je connais pas mal, il y a aussi une capacité de retour en arrière, de reprise en main par le Congrès, hein, autour de la redevabilité, justement. L'idée de rendre des comptes publiquement de la décision. Et on l'observe aussi du côté des Britanniques, hein, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, il y a aussi des institutions qui sont chargées d'évaluer ces politiques publiques. Hein. Je pense notamment au National Audit Office qui régulièrement questionne les prises de décision politiques, les capacités du pouvoir politique à se saisir des enjeux. Alors, bon, ça peut totalement tomber par terre. Le contexte du Brexit le montre bien. Hein. On a eu un exposé la semaine dernière sur les questions maritimes britanniques. Évidemment, au-delà des éléments purement techniques, lorsqu'on remet dans le contexte de la société britannique actuelle, on se rend compte que toutes ces bonnes pratiques, elles tombent à l'eau. Parce qu'il y a un contexte politique de crise. Et là aussi, c'est un parallèle assez intéressant. C'est comment est-ce qu'on fait face à ce type de crise. Du côté britannique, c'est effectivement pas satisfaisant. Du côté français aussi, dans quelle mesure on est en capacité de réinventer aussi cette société. Et je pense que
malgré tout, et là aussi les manifestations pour le climat le montrent bien, on est dans un moment assez intéressant de confrontation des perspectives générationnelles. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les jeunes générations qui essaient de comprendre, qui demandent des comptes aussi sur les décisions qui sont prises, et qui se trouvent dans une situation peut-être passive par rapport à la violence qu'on évoque, mais qui en même temps doivent l'intégrer comme étant un élément de leur quotidien. Qu'est-ce que ça signifie? Je pose des questions parce que j'en ai aucun élément de réponse. Mais ça bouleverse totalement les repères. De même que le phénomène de la menace terroriste que j'évoquais tout à l'heure bouleverse totalement nos quotidiens. On les intègre, on ne s'en rend même pas compte. Mais dans quelle mesure aussi nous-mêmes, dans nos enseignements, on l'intègre? Et ça, effectivement, on a peu d'opportunités de questionner ces questions, de se poser ces questions-là, d'interroger aussi nos certitudes et de remettre en question tout ça. Et je pense qu'évidemment, vous parliez de la formation des élites, à Sciences Po Lille, elle nous interpelle. Hein, c'est notamment par le contact permanent avec l'environnement des praticiens, notamment à travers les formations qui sont professionnalisantes, les stages, qu'on se rend compte que quelquefois il y a un décalage important entre ce qu'on peut dire, ce qu'on a pu aussi, sur la base de nos recherches personnelles, apprendre il y a quelques années, malgré tout, et ce que nos étudiants nous disent de la réalité. Il y a un besoin permanent d'aller-retour. Et ça demande un effort permanent, c'est parfois assez épuisant, mais c'est une nécessité. Et ça, je pense que les générations précédentes n'avaient pas à se poser ces questions-là. Il n'y avait pas une remise en question permanente, notamment du fait de ces nouvelles technologies qui bouleversent aussi la prise de décision, qui bouleversent aussi le rapport au savoir et aux fausses informations, aux faux savoirs. Et donc là, il y a effectivement un besoin de mener un audit, en tout cas d'essayer de tirer les enseignements de toutes ces difficultés-là. Je pense que malgré tout, ça reste possible. Hein. Ça reste possible, mais évidemment, l'urgence du moment nous incite à nous limiter à une réflexion purement technique, sans questionner les choses sur le fond. Voilà. Oui. Non, mais je pense que sur la distinction quand même entre gilets jaunes et casseurs, elle a été faite quand même dans les prises de parole récentes. Après, évidemment, en fonction des intentions, on insiste plus ou moins sur les distinctions, on est d'accord. Simplement, sur votre première remarque, donc oui, je partage comment dire, votre analyse, et puis d'autres, voilà, quand je citais certains universitaires que je considère comme voilà, pertinents sur la question, évidemment, ils font la nuance et je vais tout à fait dans votre sens. Sur la première partie de votre remarque, oui, je pense que pour reprendre l'idée d'un bottom-up,
c'est peut-être naïf, mais malgré tout, c'est une démarche qui peut partir d'en bas. Et c'est, à mon avis, ce qui justement est assez surprenant par rapport au mouvement. Et ça mériterait là aussi une réflexion approfondie pour travailler pas mal avec le monde des ONG, mais plutôt du côté humanitaire. Je suis assez surpris par peut-être le manque de visibilité des actions menées sur le long terme par les associations par rapport à ce que dit le mouvement des Gilets jaunes. Effectivement, il y a pas mal d'actions qui sont menées par ces associations, par ces ONG, qui pourraient être l'occasion de revaloriser tout ce travail associatif qui est fait depuis des années, qui mériterait sur la base de leur réussite aussi, d'essayer de structurer un peu mieux le mouvement, de faire en sorte qu'on soit plus dans un rapport de complémentarité entre l'action de l'État, qui doit demeurer, qui est quand même important sur la gestion de nos démocraties, et la société civile. Et je pense que, évidemment, essayer de mieux comprendre ces mouvements de la société civile, essayer de leur apporter aussi des formes de soutien, y compris financier. On a souvent très peu de financement en provenance de fondations pour alimenter le travail de terrain fait par la société civile, par les ONG notamment. C'est quelque chose de très important. Je pense que là aussi, il y a une marge de progression énorme qui est possible en s'appuyant sur cette ressource locale qui est impliquée depuis des années sur le terrain. Donc je suis absolument dans votre sens, dans l'idée que c'est pas dans une forme de confrontation. Et je pense que malgré tout, le malentendu, il devrait pouvoir être résolu justement par l'ouverture d'espaces d'échange, de communication. Et quand j'évoquais comme dernière recommandation la culture de la non-violence, c'est notamment sur celle qui est justement portée par ces ONG qu'il est important de valoriser. Et cette culture de la non-violence, je me souviens qu'il y avait des manuels, il y avait toute une littérature sur la question. Je ne l'ai pas croisée depuis un certain temps. Et moi-même, à l'origine, j'ai travaillé à l'école des hautes études, dans un centre qui justement c'était le centre interdisciplinaire sur la recherche sur la paix et les études stratégiques. C'était de faire le lien entre les études de paix et les études stratégiques. Donc évidemment, tout le travail fait par les peace studies, par les centres de recherche non violents et la culture de la paix, c'est effectivement une dimension très importante qui devrait être encore plus valorisée, y compris dans nos études ici, comme étant une façon de penser les alternatives à la violence, avec pour objectif d'arriver à des résultats, pas juste parce que le mouvement non violent a aussi des succès à raconter. Et je pense que cette histoire-là, on la connaît très peu, on l'a un peu oubliée, il faudrait la revaloriser dans le cadre de conférences, mais aussi de cycles d'enseignement. Mhm. Mhm, mhm, absolument. Merci pour cette question. Ça pourrait être la suite de la réflexion, effectivement. Identifier les acteurs de la non-violence, de la paix qui seraient susceptibles de porter d'autres messages et alimenter aussi la réflexion de bas, enfin ascendante, pour parler en français. Oui. En amont, au-delà du moment de crise. Oui, même pendant, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui. Et informer. Et c'est un point important. Les informer en direct de la situation. Effectivement, ça évite la confusion. Oui. Oui. Vous-même, vous êtes un acteur de la réflexion ou un acteur de l'action? Non, mais c'est vrai. Non, mais absolument. Non, mais les modèles étrangers. Et en plus, il se trouve que Sciences Po, on a de la ressource sur le franco-allemand. Ça mériterait au moins une petite table ronde. Absolument. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et objectivement, euh, c'est, ouais, ça tient un peu de choses. C'est-à-dire initier une réflexion, essayer de faire un bilan de la connaissance, de la réflexion, des modalités d'action ailleurs, y compris en Allemagne, au Danemark, effectivement. Ah, c'est sûr. Maintenant, après les événements de samedi, mais maintenant, si ça avait été mené
en amont, je veux dire même janvier-février. Voilà, c'est ça en fait. C'est là qu'il ne faut pas manquer aussi des opportunités dans la temporalité de la crise. Si c'est une proposition, vous savez où me trouver. Oui, je me suis pas présenté, mais vous aviez l'affiche, hein, Sami Maki. Euh, donc en charge de la majeure stratégie intelligente gestion des risques que j'évoquais tout à l'heure. Désolé, je commence par le début, mais voilà, je pense que vous m'aviez identifié sur la, sur la petite affiche. Merci beaucoup de votre présence, des échanges. J'espère que malgré tout, ça a nourri la réflexion. Ce n'est qu'un début. Moi, j'étais ravi de partager mes réflexions, mes hésitations, ma compétence sur le sujet, parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'essayer de rassembler des éléments de réflexion. Et donc, je pense que malgré tout, ça peut être le début de quelque chose d'autre. Enfin, en tout cas, je l'espère. Merci de votre présence. Bonne soirée à vous.